Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le ministre, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur à la citoyenneté, aux relations institutionnelles et internationales, monsieur le doyen de la faculté des sciences appliquées, madame la directrice de l'Institut d'études démographiques de Paris, monsieur Simon, monsieur le vice-doyen à l'enseignement, monsieur le vice-doyen à la recherche, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi de vous souhaiter chaleureusement, et je pense que ce soir, cette circonstance, la bienvenue à cette leçon inaugurale de la chaire Franqui 2018, qui a été attribuée à M. Patrick Simon, directeur de recherche au prestigieux Institut d'études démographiques de Paris, et qui est intitulée « Les enjeux de la diversité dans les sociétés multiculturelles ». Cette chaire a été attribuée par la Fondation Franqui sur proposition de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, et là j'ouvre des guillemets, car je vais citer le site de la Fondation Franqui, en 1932, Émile Franqui et Herbert Hoover, futurs présidents des États-Unis, décidèrent de la création d'un fonds doté d'un capital important et dont l'objet serait de promouvoir le développement de haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique. Herbert Hoover insista pour que cette fondation porte le nom d'Émile Franqui afin de pérenniser la mémoire de celui qui fit tant pour son pays et pour la science. Le but de la Fondation Franqui est de stimuler le prestige de la recherche fondamentale désintéressée en apportant à nos hommes et femmes de science un encouragement moral incontesté. Parmi les actions de la Fondation, afin de remplir ses objectifs, on retrouve l'attribution à des enseignants-chercheurs belges ou étrangers de chaires, grâce auxquelles des cycles de conférences de haut niveau sont organisés au sein des universités. Lorsqu'une faculté se voit donner la possibilité d'être éligible pour accueillir une de ces chaires, elle propose toujours la candidature d'un conférencier de renom dont les travaux jouissent d'une reconnaissance forte au sein de la communauté scientifique. Nous n'avons pas transigé avec cette tradition lorsque la nouvelle nous est arrivée que nous pouvions proposer une candidature à une chaire. C'est pourquoi, cher monsieur Simon, nous sommes particulièrement honorés et fiers de vous accueillir dans la salle académique de notre alma mater pour cette séance inaugurale. Cette séance sera suivie de 4 autres séances qui se dérouleront sur le campus du Sartillement. Le décor y est plus verdoyant car il se situe en plein milieu de la forêt, mais l'architecture des lieux sera différente de celle-ci. Je vous laisserai vous-même découvrir les spécificités des lieux. Monsieur le vice-doyen à la recherche, Marco Martinello, qui vous connaît plus personnellement que moi, vous présentera tout à l'heure plus avant. Mais sachez, mesdames et messieurs, que rien qu'en consultant l'impressionnante liste de publications de monsieur Simon, on comprend rapidement que ces centres d'intérêt tournent autour de la métathématique des migrations, mais que celle-ci se décline dans ses travaux ensuite en une série d'approches variées et de niveaux de lecture multiples. Ainsi, les questions de trajectoire, d'intégration, de discrimination, de diversité ethnique ou encore de vie au sein des cités françaises font l'objet de ces travaux et de publications multiples dans des revues de haut niveau. Il va sans dire que ces sujets sont d'une pertinence incontestable par les temps qui courent. En effet, bien au-delà de ce qui est latent lorsque l'on considère le thème de la migration depuis plusieurs décennies et qui s'insinue dans la société ou dans les débats de société depuis quelques décennies, ou encore qui questionne la définition des conditions du vivre ensemble, force est de constater que régulièrement l'actualité, notamment par le biais d'une série de décisions politiques, remet sur les devants de la scène et de manière exacerbée toute une série d'enjeux fondamentaux qui y sont liés. Et à ce sujet, on peut dire que notre petite Belgique n'a pas été en reste ces derniers mois. Que dire ainsi de la stratégie du gouvernement fédéral belge de procéder à une planification de rapatriement forcé de ressortissants soudanais en séjour dit illégal, alors que l'on peut avoir de forts soupçons quant aux tortures que ces dits ressortissants risquent de subir à leur retour dans leur pays d'origine. Que dire encore du projet de loi du même gouvernement visant à autoriser les juges d'instruction à ordonner des visites domiciliaires chez les citoyens qui offrent le gîte ou le couvert à des migrants transnationaux de passage en Belgique.
Ces décisions ou projets offusquent à chaque fois une partie de la société civile. Mais dans le même temps, on a également l'impression qu'une part non négligeable de cette même société civile opine du chef et soutient la politique gouvernementale. Le thème des migrations et de ses impacts multifacettes pose question et fait débat. Il paraît évidemment indubitable que les sciences humaines ont leur mot à dire pour tenter de répondre à ces questions ou pour alimenter utilement le débat. Je dirais dès lors qu'au vu de l'alléchant programme que vous nous proposez dans ce cycle de conférences, nous sommes certainement en mesure de penser que les réalités qui se font jour pourront être envisagées de manière bien plus circonstanciée après votre passage. Pour conclure, je tiens à particulièrement remercier d'une part Alexia Mingeot pour l'organisation de cette manifestation et d'autre part Marco Martinello pour avoir suggéré la candidature de M. Simon à l'obtention de cette chaire Franqui 2018. Sans plus attendre, je vous cède la parole, Monsieur le vice-doyen, pour présenter notre lauréat de la chaire Franqui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Je connais très bien Patrick depuis longtemps, donc je pourrais faire une présentation très longue, mais ça lui ôterait du temps de parole. Donc je préfère simplement m'en tenir à une présentation relativement générale. Patrick est sociodémographe, il est directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques à Paris, dans l'unité de recherche Migration internationale et minorités. Il est aussi chercheur associé au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris. Il travaille depuis plus de 20 ans déjà sur les relations interethniques et les discriminations dans les sociétés multiculturelles, mais aussi sur les classifications statistiques de la diversité ethno-raciale. En fait, en France, Patrick a été un des tout premiers chercheurs à souligner l'inadéquation des statistiques nationales dans le champ des réalités post-migratoires. En effet, les statistiques dont on peut se servir en tant que chercheur, souvent ne retiennent que le critère de la nationalité, qui est particulièrement inutile lorsqu'on aborde les questions des discriminations des deuxième, troisième, quatrième générations. Et je me souviens d'un article publié dans Le Monde en 1993 et intitulé « Nommer pour agir », où il plaidait justement en faveur de la construction de statistiques prenant en compte les origines ethno-raciales des Français pour démontrer justement l'existence du racisme dans la société française. Nous sommes maintenant en 2018 et le débat est loin d'être clôturé. En France, il est loin d'être clôturé chez nous et dans certaines autres sociétés européennes, il est loin d'être ouvert. Donc le travail effectué est important, mais il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Patrick Simon a codirigé à l'INED l'enquête Trajectoire et origine sur la diversité des populations en France. Je crois qu'il va vous en parler aussi aujourd'hui. Il est responsable du département Intégration et Discrimination de l'Institut des migrations du CNRS, un tout nouvel institut qui a été créé maintenant pratiquement. Et il est membre de l'Observatoire de la diversité du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais pas le nôtre, le CSA français. Patrick est, avec moi, un des membres fondateurs du réseau d'excellence européen IMISCO, qui vise justement à étudier au niveau européen les questions des migrations et les conséquences des migrations. Et dans ce réseau, Patrick a continué à développer les recherches comparatives sur l'intégration. Patrick est un comparativiste et il est très important pour lui de procéder à des études comparatives non seulement en Europe, mais aussi au-delà des frontières européennes. C'est notamment la raison pour laquelle il est allé aux États-Unis à de multiples reprises, mais il a été notamment visiting scholar à la Russell Sage Foundation, qui est une institution très réputée à New York, ainsi qu'à l'Advanced Research Collaborative du Graduate Center de CUNY, l'université de la ville de New York. Patrick n'est pas qu'un chercheur, il est aussi un enseignant. Il enseigne au Master de Sociologie de l'Action publique à Sciences Po Paris. Il est aussi le rédacteur en chef de la revue Société contemporaine et membre des comités de rédaction de Ethnic and Racial Studies, une des revues leaders au monde sur les questions, et de Comparative Migration Studies, une revue plus récente mais qui grimpe dans les rankings de revues à une vitesse assez stupéfiante.
Parmi ces ouvrages récents, on note notamment Social Statistics and Ethnic Diversity, ainsi que de nombreux articles dans des revues internationales. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir Patrick Simon pour 5 leçons à l'Université de Liège, qui nous permettront, je crois, de souligner l'importance des débats actuels sur les questions liées aux migrations, mais surtout sur ce qui se passe dans nos sociétés multiculturelles qui, malheureusement, ne sont pas exemptes de discrimination ethno-raciale. Voilà, Patrick, je te cède la parole pour la première partie de ton cycle de conférences à Liège. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci. Je suis très honoré de faire cette leçon inaugurale avec vous à l'invitation de la Fondation Franqui de l'Université de Liège, Monsieur le ministre, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen et mon collègue et ami Marco Martiniello. Je suis ravi d'être ici et je suis ravi aussi de parler devant la directrice de l'INED, Magda Tomasini, qui est aussi présente. C'est un cycle de 5 leçons et cette introduction est consacrée à tracer le cadre dans lequel j'entends réfléchir sur ces enjeux de la diversité dans les sociétés multiculturelles. On vient d'entendre, et je suis ravi aussi d'entendre, en tout cas ravi, déçu, mais ravi de l'entrée sur les difficultés politiques actuelles en Belgique autour de l'accueil des réfugiés ou des migrants. Ce n'est pas une spécificité de la Belgique, malheureusement. Elle est partagée par beaucoup de pays européens aujourd'hui. Et ce n'est pas exactement le thème, mais ça fait partie des thèmes que j'entends aborder dans cette leçon inaugurale. Les enjeux de la diversité, c'est un thème un peu vague, d'une certaine façon. On reproche souvent à la notion de diversité son côté euphémisant, flou et puis lénifiant. Mais il me semble que ça représente bien les questions posées par la transformation des sociétés qui sont passées en quelques décennies d'une certaine forme d'homogénéité et de population et de construction culturelle et politique à de nouveaux enjeux liés à cette arrivée de migrants et à une nouvelle séquence historique sur laquelle je voudrais revenir. Alors pour le faire, je vais m'appuyer entre autres sur deux ouvrages complémentaires de celui qu'a cité Marco Martiniello, Fear and Anxiety on National Identity. Il me semble que cet ouvrage co-dirigé avec Nancy Foner revient sur les débats autour de l'identité nationale qui traversent de nombreuses sociétés en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique latine aussi. Et puis les résultats de cette enquête qu'on a conduit à l'INED et avec l'INSEE, dont un certain nombre des éléments seront présents dans mes présentations. Alors, de quoi parle la diversité? Et quand je dis séquence historique, j'insiste beaucoup là-dessus. La diversité des populations n'est pas quelque chose de très original, ni très récent. On pourrait dire qu'elle traverse les sociétés humaines depuis toujours, et sur de nombreux aspects, cette diversité est là. Elle est récente, elle est spécifique depuis la fin de la construction des États-nations. Et je pense qu'il faut je vous invite à se placer dans ce moment temporel qui va de la fin du 19e siècle à la période actuelle. Et dans ce contexte-là, c'est la première fois sans doute que nous sommes confrontés à la coprésence de populations venant d'une part du cycle de migration européenne, mais aussi de sociétés qui ont connu la colonisation, donc l'expansion de l'Europe dans le reste du monde, et de populations qui sont issues de l'esclavage, pratiqué également par les Européens dans de nombreuses sociétés. Cette confluence de tous ces cycles historiques qui se retrouvent au même moment, au même endroit, c'est sans doute ça qui n'a jamais de précédent et qui suscite les questions posées par la gestion et par l'articulation politique, culturelle et sociale de cette coprésence dans nos sociétés. Ça suscite de nouvelles problématiques et
il me semble qu'une grande partie des débats, dont on a eu un petit écho, mais d'autres encore, sont suscités par cette nouveauté et par les actualisations qu'elle nécessite du côté des représentations collectives, du côté des normes, des valeurs, des sociétés qui se sont pensées relativement fixistes et fixées au tournant de l'après-guerre. Dans cette nouvelle séquence historique, il faut revisiter et peut-être redéfinir les grands récits nationaux. Alors par les grands récits nationaux, je fais référence à nos mythes de construction de nos sociétés, à la façon dont on conçoit le vivre ensemble. C'est un mot un peu valise, mais il est approprié pour dire que nous essayons de donner du sens à ces normes de relations sociales, à des présentations culturelles, à des organisations politiques qui nous réunissent et qui sont percutées par les transformations en cours, qui sont peut-être trop rapides par rapport à la capacité d'adaptation de tous nos systèmes qui entourent ces mécanismes. Il faut aussi revoir les grilles théoriques des sciences sociales, et ça c'est une invitation qui nous concerne plus spécifiquement ici à la faculté des sciences sociales, car nos concepts, nos outils ont été construits en partie dans des conditions historiques qui étaient différentes. Et ils peinent parfois à rendre compte des transformations en cours et des nouvelles conditions d'interaction dans la société. Et ça aussi, ça fait partie des débats, notamment sur celle des catégorisations qu'a évoqué Marco Martinello tout à l'heure, mais plus généralement d'essayer d'interpréter et de comprendre quelles sont les dimensions en jeu dans la nouvelle réorganisation du marché du travail, dans les hiérarchies sociales telles qu'elles existent dans les sociétés multiculturelles qui combinent des effets de classe, des effets de genre et des effets de race. Alors j'ai dit le mot. Le concept de race est un concept qu'on a expédié, qu'on a disqualifié à raison, après une certaine séquence historique sur laquelle je vais revenir. Il revient parce que les mécanismes qui ont été construits historiquement dans les hiérarchies raciales autour du 19e et du début du 20e siècle ont retrouvé une actualité à travers la migration de populations qui ont vécu et qui ont été exposées aux classifications construites dans ce contexte. Et ce qui est en jeu aujourd'hui dans nos sociétés, c'est la réactivation en quelque sorte de ces imaginaires, de ces formes de représentation des populations qui ont été construites historiquement. Et c'est la difficulté que nous rencontrons de renouer avec cette séquence, c'est-à-dire de ne pas considérer que la décolonisation, que la sortie du racisme scientifique et biologique avait clos la discussion. Et que nous sommes confrontés de nouveau, non pas à des convictions et à des catégories de cette nature-là, mais à leurs conséquences de long terme. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus. Et ce qui est posé, donc, c'est les mécanismes d'ethnicisation et de racialisation ou de racisation, selon la façon dont on veut le prendre, de populations dans nos sociétés qui sont contemporaines de ces migrations après la colonisation, après la décolonisation, et qui saturent en fait les représentations dans nos espaces publics. Alors, j'ai évoqué à plusieurs reprises des séquences, je vais essayer de les reprendre pour dire de quoi est fait la diversité aujourd'hui. Donc on a toute une série de chronologies imbriquées. J'ai évoqué rapidement la construction des États-nations, je ne vais pas le reprendre dans le détail, mais dans ce contexte d'États-nations qui se sont construits en s'homogénéisant autour de mythes des origines, de mythes nationaux, de récits et d'homogénéisation d'une langue et de population, plus ou moins aboutis selon d'ailleurs les modèles des États-nations, c'est accompagné d'une transformation des régimes démographiques. D'abord, tout au long du XIXe siècle, quand ces États-nations se constituent, l'Europe connaît une transition démographique extrêmement rapide avec un surplus de population extrêmement fort. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que quand on pense migration aujourd'hui, on pense aux migrations qui rentrent en Europe. On oublie que pendant longtemps, la migration pour la population européenne, c'est les migrations, c'est-à-dire le départ de l'Europe
pour aller peupler d'autres parties du monde. Et ça, c'est cette séquence qui se joue dans les années 1850-1920 et qui ont contribué à façonner aussi ce que sont notamment l'Amérique latine, l'Amérique du Nord ou des pays en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande et ainsi de suite. Il y a de façon contemporaine également la seconde séquence de la colonisation qui se développe et qui va construire cette représentation hiérarchisée des sociétés et des cultures et des peuples, avec les Européens blancs au sommet de cette hiérarchie et tous les autres qui sont ramenés sous des régimes divers en position subalterne. Et donc, penser la diversité à ce moment-là, c'est construire un racisme scientifique qui justifie la domination d'un groupe sur le reste à travers des justifications de l'ordre de leur infériorité naturelle et dans un schéma évolutionniste avec la perspective que sur plusieurs générations, peut-être que ces peuples subalternes finiront par atteindre le niveau de développement et de culture et de sophistication des Européens, mais dans l'état actuel, ils sont au bas de l'échelle de ce progrès. Et puis, cette séquence-là s'est clôt, grosso modo, avec la fin du nazisme et la disqualification de la race comme catégorie de pensée, la race comme description des populations humaines et l'idée que des critères biologiques pouvaient être associés à des compétences, des comportements et des facultés de participation à la vie sociale. Cette disqualification autour des années 50 a modifié les termes du racisme, et j'y reviendrai aussi un petit peu. Et donc on est passé d'un essentialisme biologique à un transfert de ces caractéristiques biologiques sur des caractéristiques culturelles qui finalement fonctionnent de façon assez proche, en définitive, avec la même logique évolutionniste. Et on voit revenir récemment un type de caractérisation qui ressemble à celui qui est biologique, mais cette fois il est autour de la génétique, et qui va réassocier des éléments génétiques de transmission héréditaire avec des compétences, des caractéristiques, soit pathologiques autour des maladies, mais également de capacité d'intelligence et de participation à la vie sociale également. Et il y a là un retour, alors je ne vais pas revenir là-dessus trop en détail, ça nous emmènerait trop loin, mais un retour de la sociobiologie et la sociogénétique dans les recherches en sciences humaines également, qui devient extrêmement marquant et sur lequel il y aura probablement à réfléchir. Alors, cette séquence, je vais passer rapidement dessus, pour nous rappeler que la traite atlantique, la traite négrière, entre 1440 et 1870, a abouti au déplacement forcé et la mise en esclavage de plus de 11 millions, 12 millions de personnes du continent africain vers d'autres pays, en Amérique latine pour l'essentiel, enfin en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans l'espace Caraïbe. Vous voyez ici sur la gauche les pays qui ont été responsables de la traite. Le Portugal, qui est l'un des principaux acteurs sur ce sujet, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, et puis derrière, un peu moins en intervention plus limitée, les Pays-Bas, l'Amérique du Nord britannique, États-Unis, le Danemark, et puis quelques autres pays. Et les pays récepteurs, et ça je pense que c'est quelque chose d'important à rappeler également, parce que c'est ça qui forge aussi la diversité au niveau international, le Brésil évidemment a été l'un des principaux pays de destination de la traite négrière. L'Empire espagnol, pour l'essentiel Amérique latine et espace Caraïbe, les Antilles britanniques et les Antilles françaises. Je pense que c'est important de le rappeler parce que vous voyez que l'Amérique du Nord britannique, c'est-à-dire les États-Unis, en gros reçoivent à peu près 500 000 de ces 11 millions ou 12 millions d'esclaves prélevés sur le continent africain. Alors que les Antilles françaises, par exemple, c'est 1 500 000. Ce qui veut dire que la représentation qu'on a aujourd'hui de la présence des Afro-Américains
aux États-Unis, qui sont les descendants de ces esclaves qui ont été emmenés dans la traite négrière, par rapport à la représentation qu'on peut en avoir dans les Antilles britanniques ou dans les pays caribéens, hollandais ou français par exemple, est très supérieure à ce que représentait la taille en fait la taille de population qui avait été amenée. Alors c'est vrai que de ces voyages extrêmement mortels, peu ont survécu, soit pendant le voyage, mais surtout à l'arrivée dans les conditions qui étaient les leurs, et en particulier dans l'espace Caraïbe. Mais néanmoins, on imagine que parmi les grandes puissances esclavagistes, la France n'a pas la réputation d'être cette grande puissance esclavagiste, et pourtant, en termes quantitatifs, il y a plus d'esclaves ramenés sur le territoire français dans l'espace Caraïbe que sur l'espace états-unien. L'émigration européenne, eh bien là aussi, on a quelque chose qui est énorme. Plusieurs millions d'Européens qui, sur tout le siècle, vont partir, en particulier des Allemands, des Italiens, près de 12 millions sur la durée, sur l'espace 1851-1960, des Portugais, et surtout en provenance du Royaume-Uni et d'Irlande, qui ont peuplé en fait le reste du monde, une partie du reste du monde, pas tout à fait d'ailleurs dans l'espace colonial, mais plutôt sur les nouveaux territoires appropriés qui sont en Amérique du Nord ou en Amérique latine ou du côté océanien. De fait, la présence européenne dans les colonies qui vont être construites, qui vont être appropriées dans la seconde séquence de colonisation, est assez réduite. À part un des gros foyers de peuplement qui était l'Algérie française, près d'1 million de personnes européennes en Algérie, le reste des pays africains colonisés accueillent un nombre assez réduit d'Européens, et en tout cas avec des rotations et pas d'installation très très durable. Et sinon, l'Indonésie peut-être, avec une présence néerlandaise de l'ordre de 250 000 habitants à la fin de la période. Mais on voit que cette diversité amenée par l'expansion coloniale ne se joue pas dans l'expatriation d'Européens, mais se joue plus par l'appropriation et par la construction dans ces colonies d'une mise en ordre ethno-raciale du monde. Et les conséquences de la colonisation vont bien au-delà des rapports explicites et étroits construits entre les colonies et les métropoles. Le rapport que développe l'Europe avec le reste du monde est un rapport de domination qui va s'étendre y compris dans des secteurs non colonisés. C'est-à-dire que la représentation qu'il y a du reste du monde vaut également pour des pays non colonisés et vont avoir une incidence dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui lorsque les migrations viendront des pays du Sud dans les pays du Nord. Souvent, quand on a des débats autour de la question du post-colonial, on s'intéresse, et on a raison, aux structures juridiques transposées de la colonie vers la métropole, et on va rechercher les traces de cette histoire-là. Mais il faut dépasser l'espace exact de cette histoire juridique et politique pour concevoir que les représentations symboliques qui ont été construites lors de la colonisation ont une incidence beaucoup plus large et vont concerner l'ensemble des migrants, y compris par exemple turcs, qui ne viennent pas nécessairement d'un espace qui a été colonisé au sens strict, mais qui reçoivent à travers ces représentations collectives quelque chose du même ordre que ce qui a été construit à l'égard des pays du Maghreb ou des pays d'Afrique subsaharienne ou de beaucoup de pays d'Asie. C'est cette histoire-là qui va se rejouer dans le cadre de la migration postcoloniale. Et je pense qu'il est important pour nous également d'essayer de tenir les leçons de ce rapport à l'histoire qui va se jouer dans la diversité culturelle des sociétés du Nord, c'est-à-dire que tout ce qui s'est construit dans le cadre colonial va avoir des incidences plus ou moins importantes dans les relations qui vont s'instituer entre les anciens ressortissants coloniaux et leurs voisins et les sociétés qui étaient les sociétés
soit les métropoles directes, soit celles qui ont participé de cet univers européen dans le cadre de leur expansion. Alors les nouveaux contextes démographiques, vous le connaissez aussi bien que moi. En 2015, 4,7 millions de personnes ont immigré dans un pays de l'Union européenne par rapport à 1,2 million qui vont migrer aux États-Unis et au Canada. Ce qui veut dire que l'Europe est aujourd'hui l'une, sinon la principale destination des migrations dans le monde, plus élevée encore qu'aux États-Unis et au Canada. Si on rapporte le nombre de migrants à la population de chacune de ces régions, les taux sont de l'ordre de 3,1 pour 1000 aux États-Unis, 7,4 pour 1000 au Canada, 10,6 pour 1000 en Belgique. Donc, en matière relative, l'immigration joue un rôle plus important rapporté à la population de la Belgique qu'aux États-Unis ou au Canada. Donc aujourd'hui, il y a une modification des sociétés. On sait que les sociétés européennes ont mis beaucoup de temps à accepter l'idée qu'elles étaient des sociétés d'immigration. L'immigration des années 50 et 60 s'est produite, elle était transitoire, elle était pensée comme étant temporaire, elle s'est inscrite dans la durée, et il a fallu attendre la fin des années 80 et le début des années 90 pour que les sociétés européennes finissent par concevoir qu'elles étaient non pas de façon transitoire des sociétés d'immigration, mais de façon durable. Alors le résultat, c'est que ces migrations qui se sont produites après les années 50, elles se sont suivies de la naissance d'enfants d'immigrés, ce qui n'est pas très original, ces enfants d'immigrés constituant une seconde génération dont on aurait pu oublier l'existence si un certain nombre de représentations et d'identifications ne devaient pas les poursuivre d'une certaine façon, c'est-à-dire continuer à singulariser ces enfants d'immigrés dans les sociétés où ils grandissent. Et c'est une question qui est posée. Ces enfants d'immigrés, ou cette seconde génération, parce qu'en France, c'est toujours un peu curieux d'utiliser cette terminologie pour des personnes qui ont 60 ans aujourd'hui, ces descendants d'immigrés, comment les sociétés européennes auraient pu les accueillir, ou en tout cas les traiter de façon similaire à celle des autres personnes qui n'ont pas d'ascendance immigrée. Et bien ça, c'est ce que les modèles d'intégration sont censés produire. Et la question, c'est est-ce que les modèles d'intégration arrivent à produire cette convergence et cette fusion à l'intérieur de la société des personnes, quelle que soit leur origine, ou est-ce qu'on retrouve des traces, soit par les pratiques, soit par les traitements des origines dans la constitution des sociétés. Et c'est ça, en fait, la question de la diversité dans les sociétés multiculturelles, c'est est-ce que on continue à percevoir dans les pratiques ou les représentations, et donc du coup dans les traitements qui sont réservés aux personnes, des éléments liés à l'origine, ou est-ce que celles-ci n'ont pas d'importance? C'est une question qui est importante, et si j'insiste un peu sur la dimension démographique, c'est pas tellement seulement parce que je suis démographe, même si c'est une bonne raison, c'est parce qu'on ne traite pas de la même façon une question où les minorités représentent une très très petite minorité de la population, ce qui peut être très important du point de vue des droits humains. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de personnes qui sont maltraitées, stigmatisées pour que ça soit un vrai sujet en matière de droits et en matière de droits humains en particulier, mais ça n'est pas la même question du point de vue des sciences sociales et de la constitution de la société si ces personnes-là représentent de 20 à 30% de la population. Parce qu'à ce moment-là, leur participation à la société transforment la société de façon extrêmement profonde et plus durable que si elles étaient une toute petite minorité maintenue aux confins de cette société. Or aujourd'hui, les personnes d'origine immigrée, pour le dire comme ça, de première et de seconde génération, représentent à peu près 35% de la population de Suède, de Belgique ou d'Autriche. 30% aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et entre 50 et 66% de ces personnes d'origine immigrée sont des personnes d'origine non européenne. Ce qui veut dire que la question de la visibilité des populations est posée. J'utilise le terme visibilité parce que, évidemment, il ne suffit pas d'être immigré, il faut être perçu comme immigré. Et
on le verra, il y a des bifurcations selon qu'on est un immigré européen et un immigré non européen, pas seulement parce que son statut social, parce que son niveau d'éducation, parce qu'un certain nombre de caractéristiques personnelles peuvent vous différencier de personnes venant de pays non européens, mais c'est parce que la couleur de peau, la représentation collective qui est faite des migrations non européennes ne sont pas de la même nature. Et donc, la présence et la position des migrants, ou en tout cas des descendants des personnes d'origine non européenne en Europe, est différente de celle des migrants européens. Donc la plupart des sociétés européennes aujourd'hui, et ça vaut aussi pour les sociétés d'Amérique du Nord, sont multiethniques, multiraciales, et j'ajoute multireligieuses, parce que, et ça c'est un développement plus récent, la question de la religion est revenue s'imposer sur l'agenda politique et social, et les musulmans, en particulier, sont posés comme une minorité problématique dans la plupart de nos sociétés européennes. C'est une dimension qui était très peu présente dans les années 60 et qui est devenue très forte dans les années 2000-2010, et ça vient modifier ou rajouter des éléments dans la question de la diversité. Alors, je viens de l'indiquer, là c'est les résultats de façon plus concrète pour la population âgée de 15 à 24 ans, qui vient de l'enquête emploi européenne. Bon, je ne vais pas commenter ce graphique, mais ça redit à peu près ce que j'ai dit avec des chiffres plus précis, en décomposant les immigrés, les descendants d'immigrés, selon qu'ils sont arrivés adultes, selon qu'ils sont arrivés enfants, ou selon qu'ils ont 2 parents immigrés ou un seul parent immigré. En Italie et en Espagne, évidemment, l'immigration est plus récente, donc la question de la seconde génération est moins importante que dans le cas des pays d'immigration plus ancienne, que sont la Suède, la Belgique, la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et ces éléments-là sont assez comparables à ceux qu'on observe au Canada et aux États-Unis. Donc c'est important, je m'excuse de le répéter, mais dans nos représentations, nous imaginons les États-Unis comme une société d'immigration. On n'imagine pas les sociétés européennes comme des sociétés d'immigration. Les sociétés européennes sont des sociétés d'immigration au même titre, voire même maintenant plus que les États-Unis. Ce qui veut dire que les structures collectives sont fortement impactées par cette question, et elles le sont de façon encore plus importante à l'échelle des villes, parce que ces chiffres généraux sont encore plus forts lorsqu'on arrive dans les grands centres urbains où se concentre évidemment l'immigration. Amsterdam, 45%, alors les terminologies changent selon les pays, puisque les catégories changent, d'allochtones, dans le cas des Pays-Bas, 45% d'allochtones, que j'ai traduit par minorité ethnique, 49% à Rotterdam, Londres, 40% de Black and Ethnic Minorities, Berlin, 30% avec Migration Hintergrund, c'est-à-dire d'origine immigrée, ce qui est à peu près la même catégorie qu'on utilise en France. Paris, la région parisienne, 43% d'immigrés descendants d'immigrés. Bruxelles, alors là c'est un chiffre que j'ai trouvé dans les publications récentes, 73% de population d'origine étrangère, c'est la catégorie qui a été utilisée, c'est-à-dire en fait des personnes qui sont soit nées étrangères, soit et qui peuvent être devenues belges, 73% en 2014. Vancouver, 52%, Montréal, 20% et Toronto, 49% de minorités visibles. Et aux États-Unis, 67%, 63%, bon, je ne vais pas détailler, de population non blanche, non-white minorities. Vous voyez que les ordres de grandeur peuvent varier, mais dans tous les cas de figure, la question des minorités se pose plutôt sous l'angle des majorités dans beaucoup d'endroits. Ce qui veut dire que les ordres de grandeur ont un impact sur les questions politiques locales. C'est-à-dire que le concept de superdiversité proposé par Franz Meissner et Steven Vertovec a une certaine puissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des milieux cosmopolites saturés par la question de la diversité et d'autres milieux pour qui, c'est-à-dire d'autres secteurs des mêmes sociétés, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, où cette question de la diversité est quelque chose d'extrêmement lointain. Et donc, ce qui est posé avec cet agenda de la superdiversité, c'est d'abord la superposition entre des migrations qui sont en train de se produire encore, et on en a eu des illustrations permanentes dans les 4 dernières années,
et les résultats d'une immigration qui s'est produite il y a assez longtemps, qui ont transformé la composition de la population. Et ces deux couches se combinent, se superposent avec des problématiques différentes, mais qui sont souvent perçues, ou en tout cas traitées de la même façon dans le débat public. Souvent la perception de la présence d'immigrés, l'impression d'invasion qui est souvent référée dans des partis populistes dans beaucoup de sociétés européennes est renvoyée non pas en fait aux vrais immigrés qui viennent d'arriver, mais plutôt à leurs descendants ou à des descendants d'immigrés installés depuis plusieurs générations. Et c'est ça qui est appelé immigration. Or en fait, ce n'est pas une question d'immigration, c'est une question de diversité. Alors, ce sont les derniers chiffres publiés par Eurostat en 2015. La distribution par les pays par taux d'immigrants dans les sociétés. En réalité, les chiffres ont été spectaculaires, mais ramenés à la population de chacune des sociétés, si on fait exception à gauche, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est Luxembourg, Malte et l'Autriche. Alors l'Autriche, bon, c'est un peu plus grand, mais Autriche et Allemagne ont un accueil extrêmement fort d'immigrés. Pour les autres sociétés, c'est quand même beaucoup moins important, et notamment, par exemple, la France, qui est une des sociétés où on parle beaucoup d'immigration en ayant l'impression d'être submergé. En réalité, le taux d'immigrés par rapport de migration sur une année par rapport à la population est parmi les taux bas, autour de 5 pour 1000, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc on n'est pas non plus dans des quantités aussi spectaculaires que ce qu'on a pu observer en Allemagne ou en Autriche. Alors évidemment, la crise des réfugiés ou des migrants, telle qu'on l'a qualifiée en 2015 et qui s'est poursuivie en 2016, et puis maintenant, là, ça s'est tassé. Près d'1,4 million arrivés en une année, mais comme vous le savez aussi, la plupart de ces 1,4 million se sont dirigés essentiellement en Grèce, en Italie, dans les points d'arrivée, puis ensuite en Allemagne, et très très peu se sont retrouvés à se déplacer dans le reste des pays européens, ce qui veut dire qu'en fait, cette question des migrations récentes, elle perturbe et elle complique les débats publics, elle complique aussi les organisations politiques, mais en pratique, le nombre de personnes concernées n'est pas aussi important que ce que ces débats laissent entendre. Alors, ces débats en pratique, c'est des débats autour des conséquences de la diversité sur le long terme. Et c'est sur cela dont je voudrais parler. Ces débats, ils sont organisés autour de deux pôles. L'un qui est de dire les immigrés, ou en tout cas les minorités d'aujourd'hui, ne se fondent pas dans la société. Elles apportent, avec leur mode d'organisation spécifique, avec leur culture, avec leur représentation du monde, une transformation trop importante des sociétés, et donc il faut les confiner, en tout cas il faut donner des conditions pour leur participation à la société qui sont l'abandon d'un certain nombre de pratiques ou de références, y compris religieuses. Ça, c'est un des pôles, et il se développe avec des thématiques plus ou moins agressives, notamment une thèse qui est celle du grand remplacement, qui est développée aux États-Unis, en France, et je ne sais pas si elle existe aussi en Belgique, qui est l'idée que cette nouvelle population vient prendre la place de la population d'origine, qui est repoussée, qui disparaît progressivement des grands centres urbains, avec les chiffres que je vous ai indiqués. Et donc, ce grand remplacement va se traduire par la disparition d'une culture, et il faut la défendre. Et pour la défendre, il faut imposer un certain nombre de règles et de valeurs qui vont être opposées à la participation de ces minorités à la société. L'autre thèse, l'autre pôle, est plutôt d'essayer de regarder quelles sont les transformations apportées par la participation des minorités aux sociétés, les ajustements, les adaptations qui sont en cours et qui se sont développées de façon très très rapide dans beaucoup de grands centres urbains, et le partage la thèse du contact en quelque sorte, qui suppose que la proximité, la présence, la coprésence se traduit en fait par des échanges, par la production de nouvelles normes et par la réduction des préjugés. Et donc là, on a une autre version qui est qu'en fait, les sociétés sont en train de s'actualiser, ce qu'elles ont toujours fait auparavant, mais ici, elles le font de façon plus
peut-être plus visible, en quelque sorte, et donc il ne faut pas spécifiquement s'inquiéter, simplement il faut accompagner ces transformations. Et en fait, ces deux pôles d'interprétation qui sont travaillés également par les sciences sociales pour essayer d'alimenter et informer ce qui est en train de se produire, eh bien, les sciences sociales sont aussi travaillées par des oppositions. Il y a des oppositions politiques, il y a des oppositions dans les sciences sociales sur l'interprétation des mouvements en cours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des thèses qui s'opposent. Une thèse, par exemple celle de Putnam, qui avance qui est un professeur de sciences politiques à Harvard, et qui avance que la diversité, en fait, renforce la fragmentation et réduit la coopération et la cohésion, en fait, des sociétés. Et donc, il a une vision, en tout cas, il présente un résultat négatif sur cette diversité, alors même que d'autres travaux mettent plutôt en avant le fait que cette diversité vient renforcer la cohésion, à supposer que le cadre qui accompagne la diversité travaille sur cette cohésion. Et là, c'est le rôle du politique, et c'est une question qui est centrale quand on aborde la diversité, c'est comment le politique est capable de transformer les cadres collectifs pour que cette diversité puisse collaborer à créer de la cohésion. Or, aujourd'hui, ce qu'on peut dire des gouvernements européens, c'est qu'ils n'avaient pas prévu les transformations en cours dans les années 60 et 70. Ils ne les ont pas préparées, notamment parce que derrière cette théorie d'une migration temporaire, ils n'avaient pas anticipé qu'il fallait préparer l'opinion publique et construire en fait les conditions de cette transformation de société, ce qui nourrit aujourd'hui ce discours relativement réactionnaire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de retour en arrière, cette ambition qui est de reconstruire une société, pour certains milieux politiques, qui ressemblerait à la société des années 1950-1960, auquel on oppose aujourd'hui une forme de décadence dont les immigrés seraient les porteurs. Et c'est cette tension-là qui est en cause, et cette tension-là, elle se joue autour des identités nationales, elle se joue autour des négociations d'adaptation, et elle se joue autour de la présence de cette diversité dans les sociétés multiculturelles. Alors pour donner une illustration, et je vais essayer de le développer rapidement pour conclure, évidemment, on vient de le voir, la question de la présence des immigrés, ou en tout cas des minorités, n'est pas également répartie sur le territoire. Ici, c'est une carte avec la proportion des immigrés en France, et vous voyez que plus le point est rouge, plus la concentration est élevée. Donc il illustre ce que j'essayais de dire à travers ces grands centres urbains et les habitants de ces grands centres urbains pour qui le cosmopolitisme ou la diversité est une expérience quotidienne, mais d'autres secteurs de la société, et assez nombreux, pour qui c'est quelque chose qui est médié par les médias, en fait, par la télévision, par les nouvelles, par les actualités, par les faits divers. Et donc, la société multiculturelle, c'est quelque chose qui voit de loin. Et c'est réconcilier ces deux visions et ces deux versions différentes de la société qui est en jeu. Si on traduit ça avec des chiffres plus concrets, 76% de la population en France métropolitaine n'a pas de lien à l'immigration sur 2 générations, mais en Île-de-France, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, c'est que 57%, ce qui veut dire que 43%, presque la moitié de la population, a un lien à l'immigration. Et si on réduit sur la Seine-Saint-Denis, ben on est comme à Bruxelles, 75% de la population est liée à l'immigration sur 2 générations. Et donc de façon assez prévisible, les structures sociales locales en Seine-Saint-Denis sont extrêmement marquées par cette diversité, à l'exception du personnel politique. Parmi les 40 villes de la Seine-Saint-Denis, il n'y a que 2 maires qui sont d'origine maghrébine. Et parmi les 8 députés de la Seine-Saint-Denis, il n'y en a que 1 qui est d'origine africaine, c'est-à-dire qui est noir de peau. Et les 7 autres n'ont pas de lien à l'immigration non européenne, pour le dire comme ça, sur 2 générations. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des questions de porosité entre la composition de la population et sa représentation, et là, la représentation politique, qui peuvent être questionnées. Ces évolutions-là se placent au moment où il y a des révisions rapides des modèles d'intégration en Europe.
On a vécu avec l'idée qu'il y avait la France était assimilationniste, les Pays-Bas étaient multiculturalistes avec la Grande-Bretagne, et puis l'Allemagne était dans un modèle de sélection ethnique assez forte. En fait, ces modèles-là ont été soumis à de fortes transitions, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Pays-Bas soient multiculturalistes du tout. Ils ont adopté plutôt une ligne assez dure, assimilationniste. En Grande-Bretagne aussi, il y a de fortes critiques sur le multiculturalisme. Il y a une révision de la politique avec l'adoption de l'agenda de la Community Cohesion. En France également, la dimension assimilationniste a été réduite, elle s'est modifiée avec une entrée dans une politique d'intégration qui est un peu différente, et puis surtout l'intérêt autour des questions de discrimination. Et en Allemagne également, il y a des évolutions assez sensibles. Or, ces diversités des modèles d'intégration se retrouvent aussi sur la perception qu'on a de l'intégration dans les différentes sociétés. Ici, c'est un sondage fait par le Transatlantic Academy, qui est un organisme de Washington, mais qui travaille sur les relations avec les pays européens. Et vous voyez qu'à la question « Est-ce que vous pensez que l'intégration se passe bien pour les descendants d'immigrés ?» on voit qu'il y a un très grand optimiste au Canada et aux États-Unis, qui sont les graphiques de gauche. 87%, 79% pensent que ça se passe bien. On pense que ça se passe un peu moins bien pour les descendants d'immigrés musulmans. Donc il y a toujours un décalage entre ceux qu'on qualifie de musulmans et les autres. Et on voit que cet optimisme baisse progressivement et il atteint des niveaux relativement bas, ou en tout cas 50% en Allemagne ou 54% en France. Donc l'idée que l'intégration se passe bien est relativement variable selon les pays. Et qu'est-ce qui est important pour s'intégrer ? Eh bien là aussi, on a trois types de critères. L'un, c'est de partager les mêmes valeurs culturelles. L'autre, c'est de parler la langue du pays. Et le troisième, c'est de respecter les lois et les institutions politiques des pays. Donc on va dire un critère civique et puis deux critères qui sont plutôt de l'ordre du culturel ou de la relation autour des valeurs. Eh bien, on voit qu'en Italie et en Espagne, eh bien, on valorise beaucoup la dimension civique, alors que quand on est aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il y a une insistance un peu plus forte sur les dimensions de partage de valeurs culturelles. Et puis on voit également d'ailleurs une insistance sur la langue en Allemagne qui focalise beaucoup sur la maîtrise de l'allemand pour participer à la société. Donc les critères et la vision de ce qui engage la participation à la société va être différente selon les sociétés, et ça a une incidence évidemment sur la participation de ces minorités. Et dans les débats politiques et sociaux, on est passé insensiblement entre les années 70, 80 et les années 2000 à des minorités qui étaient peu qualifiées, en difficulté, qu'il fallait intégrer, à des minorités qui sont devenues menaçantes. C'est-à-dire que les minorités sont perçues maintenant comme étant conquérantes et posant un problème de transformation, en tout cas d'imposition de modes de vie et de culture et de normes au reste de la société. C'est très marqué autour de la question de l'islam. Ici, c'est un sondage fait en France autour des questions religieuses. Quelles que soient les questions posées, on voit que l'islam, pour 74% des personnes interrogées, n'est pas tolérante et que les musulmans cherchent à imposer leur mode de fonctionnement au reste de la société pour 80% de la population interrogée. Ce qui veut dire que ça n'est plus une minorité qu'il faut essayer de faire participer, c'est une minorité qu'il faut tenir à distance parce qu'elle est en capacité d'imposer son mode de fonctionnement. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et les unes extrêmement fréquentes de journaux en témoignent. Vous voyez celle qui est en haut à gauche, cet islam sans gêne, ça traduit assez bien cette idée que, en fait, les musulmans ne sont pas simplement des personnes bizarres et très différentes, ce sont des personnes qui vont nous changer. Ce qui est un petit peu une autre topique dans les représentations collectives. Ça se traduit par des résultats extrêmement forts de partis populistes en Europe. Alors, je n'ai pas mis la Belgique parce que je ne savais pas très bien comment qualifier les partis populistes en Belgique.
Notamment, je me suis interrogé pour savoir si le NVA devait être considéré comme un parti populiste d'extrême droite ou pas. J'ai lu sur le net un interview de mon collègue Dirk Jacobs qui disait oui, maintenant on pouvait le considérer comme populiste. J'aurais dû le mettre, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et vous voyez que je ne développe pas, hein, mais les succès sont relativement forts. Ils se sont installés. Alors UKIP a perdu très, très nettement entre 2015 et 2017, donc il y a des effets très conjoncturels parfois, mais quand même ces partis s'installent. Et donc la question c'est, est-ce que ces partis sont installés dans les sections où la diversité est la plus forte ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une réaction à la présence des minorités ethno-raciales ou est-ce que c'est autre chose ? Ici, vous voyez les résultats de l'élection présidentielle de 2017 en France. Plus c'est foncé et quand c'est très noir, c'est les résultats du Front National. Pas très compliqué à comprendre. Et donc, vous voyez ici, par canton, les résultats du Front National. En orange, c'est les résultats d'Emmanuel Macron. En bleu, plus clair, c'est les résultats de François Fillon, donc la droite, les conservateurs classiques. En noir, donc le Front National. Et en rouge foncé, le résultat de France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, donc la gauche plus radicale. Eh bien, quand on regarde ça, on voit que d'abord, le résultat du Front National est plutôt concentré dans des secteurs alors, qui sont socialement relativement déprimés, mais surtout également dans des secteurs où il y a une faible implantation de diversité et d'immigration, ce qui n'est pas tout à fait l'histoire de l'implantation du Front National, mais qui est son évolution récente. Si on regarde ici, je donne juste un exemple, j'ai pris au hasard, c'est Montpellier. C'est la métropole de Montpellier, donc la ville-centre est en rouge, c'est-à-dire ici, c'est les résultats de la France Insoumise, c'est le candidat qui est arrivé en tête au premier tour. On voit que la ville-centre, qui est très étudiante et très marquée par l'immigration, a un vote plutôt à gauche, en l'occurrence ici, et que le vote du Front National, il n'est pas du tout à cet endroit-là, il est de façon très retirée aux franges de la métropole, c'est-à-dire dans les secteurs où il y a peu de concentration d'immigrés. Ce qui veut dire que, et quand on regarde ça, on trouve à peu près les mêmes résultats également sur le vote Trump dans les États américains, c'est-à-dire que c'est un vote qui est un vote de distance, c'est un vote de défiance, c'est un vote d'incompréhension à l'égard de la diversité. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la responsabilité politique, ce manque de préparation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté à faire sens de cette diversité aujourd'hui, elle a des conséquences extrêmement marquées du point de vue des comportements politiques. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dissociation dans les sociétés multiculturelles entre les parties qui sont les plus densément peuplées et les plus diverses et les autres qui ont l'impression que la société leur échappe. Ils ont l'impression qu'en fait, il y a eu un autre cours, qu'il y a une nouvelle forme de vie collective qui est en train de se mettre en place et ils ne sont pas inclus dans cette nouvelle norme de vie collective et ils y réagissent avec des votes réactionnaires qui sont ceux trustés par les partis populistes. C'est donc là un enjeu de cohésion collective extrêmement fort puisqu'il s'agit de réconcilier, de redonner un sens à ces deux fractions en fait, des sociétés multiculturelles. Alors j'avais prévu de parler de ça, mais je crois que je vais le développer dans mes autres leçons. Ça sera beaucoup plus simple pour montrer en fait le degré de désavantage auquel sont confrontées les minorités ethno-raciales aujourd'hui. C'est un degré de désavantage dont il est important de concevoir qu'il ne frappe pas n'importe quels immigrés et n'importe quel descendant d'immigrés, mais qu'il se focalise sur ceux qui sont d'origine non européenne et qui ne sont pas simplement explicables par le temps de résidence dans le pays, qui ne sont pas simplement explicables par le niveau de qualification initiale, ils sont explicables essentiellement par des questions liées à l'origine. C'est-à-dire que le déficit d'accès à l'emploi, d'accès au logement, la ségrégation urbaine ne sont pas le produit d'un manque de revenus uniquement, le produit d'un manque de relations, de réseaux de connaissances et ainsi de suite, ou d'un manque de qualification, c'est le produit d'un certain nombre de barrières qui sont mises par la société majoritaire à l'accès à ces minorités, aux différentes ressources de la société multiculturelle. Ces bifurcations-là, c'est-à-dire la question des discriminations au sens strict, mettent en lumière en fait l'existence en fait d'un filtrage et d'une hiérarchie qui est en train de se placer dans les sociétés multiculturelles en fonction de ses caractéristiques de visibilité.
C'est un des résultats les plus spectaculaires probablement du cours d'évolution de nos sociétés, parce que c'est observé en Belgique, c'est observé en France, c'est observé aux Pays-Bas, c'est observé en Allemagne, c'est observé aussi en Grande-Bretagne. Donc toutes les sociétés européennes sont concernées et les mécanismes sont grosso modo similaires. Ici, vous voyez, c'est l'écart de taux d'emploi des descendants d'immigrés par rapport aux immigrés eux-mêmes, c'est-à-dire que la mauvaise nouvelle, c'est que le taux de chômage des descendants d'immigrés est plus élevé que le taux de chômage des immigrés, et par rapport à la population qui n'a pas de relation à l'immigration sur 2 générations, la population majoritaire. Donc, on a des résultats qui montrent que les discriminations sont très développées, et en réaction à ça, en partie, pas seulement, l'Union européenne a eu un agenda de lutte contre les discriminations au début des années 2000. Cet agenda de lutte contre les discriminations s'est transposé à travers des directives dans les différentes sociétés européennes, et donc il y a une politique de lutte contre les discriminations qui s'est mise en œuvre. Simplement, elle a beaucoup de mal à passer de l'égalité formelle à l'égalité effective, c'est-à-dire de transformer la réprobation à l'égard des discriminations en quelque chose d'action en direction des minorités pour réduire les niveaux de discrimination. Le passage de l'un à l'autre est compliqué, et la raison de la complication, elle est au cœur de la discussion qu'on a ce soir, c'est la question des catégories. C'est-à-dire, si on veut pouvoir mener des politiques de lutte contre les discriminations, il faut pouvoir décrire les personnes discriminées, et de la même façon que lorsqu'on fait des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien on décrit les femmes et on décrit les hommes, de la même façon quand on fait des politiques de lutte contre les discriminations fondées sur l'origine ethnique ou raciale, on décrit des groupes en fonction des caractéristiques par lesquelles elles sont discriminées. Et vous voyez qu'ici, on touche du doigt, non pas seulement la connaissance, c'est-à-dire c'est une question pour les sciences sociales, comment on décrit les populations discriminées, mais également l'action politique, parce que mettre en place des politiques de formation linguistique pour réduire les discriminations, ça n'est pas la réponse à la question posée. Et c'est un des enjeux également qui est de concilier notre réprobation du racisme à travers ces catégories de race ou d'ethnicité, qui ont leur histoire et qui ont ce legs de domination, avec la nécessité de trouver la façon de créer des catégories par lesquelles on peut mettre en œuvre des politiques effectives, actives, dans tous les domaines de la vie sociale, pour réduire les discriminations auxquelles sont confrontées les minorités. Je vais passer sur les questions d'expérience de discrimination. Il y aura une séance qui sera consacrée à celle-là. On voit simplement et de façon très évidente une chose, et que je voudrais mettre en lumière ici, avec ce graphique-là, qui vient de l'enquête EU-MIDIS, qui a été fait par l'Agence des droits fondamentaux de Vienne de l'Union européenne en 2015-2016. Ce que je veux mettre en lumière ici, c'est le résultat des discriminations déclarées par les personnes d'origine d'Afrique subsaharienne en Grande-Bretagne. Vous voyez que c'est l'un des plus bas niveaux de discrimination par rapport aux autres pays, Autriche, Allemagne, Danemark, Finlande, France, Italie, Irlande, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que s'il y a un critère peut-être, et c'est peut-être pas la bonne explication, mais néanmoins de ce que produit le multiculturalisme, c'est peut-être qu'il a atténué par les mécanismes d'incorporation des minorités et de la diversité culturelle dans la société britannique, il a réussi peut-être, c'est peut-être ça l'enseignement, à atténuer le niveau de discrimination raciale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, mais il a atténué les conséquences de ce racisme sur la participation, ici, des minorités d'origine d'Afrique subsaharienne dans la société britannique. Bon. Ce sont des choses qu'il faut arriver à retravailler un peu mieux, mais on voit que quand même, les cadrages politiques nationaux ont des incidences sur la participation des minorités aux sociétés multiculturelles. Donc je saute sur ces discriminations en France et je voudrais juste insister sur une chose. Nous avons fait 2 enquêtes, une en 2008-2009, une en 2015 et une à venir en 2019. Celle en 2015 nous donne une possibilité de comparer l'évolution. Vous voyez que sur 7 ans, les discriminations à raison de la religion qui ont été déclarées par les personnes se considérant comme musulmanes sont passées de 5% à 40%.
C'est-à-dire qu'il y a une explosion concomitante des débats publics autour de la place de l'islam dans nos sociétés qui a des incidences extrêmement fortes, alors en termes de discrimination ou en termes de perception des discriminations, les deux étant complètement mélangés dans cette réponse qu'ont donnée les personnes interrogées. Alors, je termine sur le problème européen avec la société multiculturelle. Ces théories du grand remplacement, ces discours où le racisme plus explicite revient en force, c'est cette réaction que je qualifie de nativisme, c'est-à-dire des droits prioritaires de ceux qui viennent des sociétés sur ceux qui y arrivent, donc la revendication à avoir une priorité sur les autres, rétablir l'hégémonie de la majorité sur les minorités. Cette tension-là, elle est présente dans toutes les sociétés européennes aujourd'hui. Ce qui veut dire que derrière l'idée d'intégration, qui était le two-way process, l'idée que, oui, certes, les minorités incorporent un certain nombre de caractéristiques culturelles, philosophiques, de comportements venant de la société d'installation, évidemment, mais réciproquement, cette société fait une place aux pratiques et à la légitimité des minorités à participer à part égale dans cette structure sociale. Eh bien, ce two-way process, en fait, il est oublié. De façon très claire, pour la plupart des sociétés européennes aujourd'hui, c'est un one-way process. C'est nous définissons les conditions par lesquelles vous, minorités, pouvez participer à la société, et c'est sans doute autour de l'islam que les cristallisations sont les plus évidentes. Il y a une approche de plus en plus coercitive et disciplinaire de l'intégration, c'est-à-dire l'imposition d'une intégration plutôt que la construction d'une vision de l'intégration comme une participation collective au même projet. L'antidiscrimination n'est plus sur l'agenda politique européen. Il n'est plus du point de vue, alors on dit Bruxelles, par raccourci, de la Commission européenne, et il est en retrait, y compris en Grande-Bretagne, qui était à l'origine de ces politiques antidiscrimination. La première loi, disons, on peut dire, plus contemporaine sur la discrimination, c'est 1976 en Grande-Bretagne, et c'est celle-là qui a été l'inspiratrice de la directive européenne de 2000. Aux Pays-Bas ou en France, là n'est plus d'actualité. Les musulmans qui cristallisent aujourd'hui les peurs et les hostilités contre la diversité, je dois reconnaître que cette cristallisation fait que les minorités sont plutôt perçues maintenant à travers la religion qu'à travers l'origine. Et ça, c'est quelque chose qui est très spectaculaire dans les débats publics. Les sentiments et attitudes anti-immigrés ne sont plus la seule marque des partis populistes. J'ai parlé des partis populistes. Il y a une diffusion extrêmement large, en fait, de ces représentations avec des formes différentes, mais qui touchent tout le spectre politique et qui va concerner l'ensemble des débats de société. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui marque la période des années 2000 par rapport aux périodes précédentes. Et donc, pour conclure, le rôle des sciences sociales, notre rôle, c'est non seulement d'informer et de comprendre les transformations impliquées par la diversité ethnoculturelle, c'est-à-dire cette séquence historique sans précédent à laquelle nous sommes confrontés, qui est passionnante par cette configuration nouvelle, et de fournir les éléments de, je reprends une expression de Michel de Certeau, un sociologue jésuite, de pédagogie de la diversité, c'est-à-dire être capable de donner du sens à cette expérience sociale que nous, Européens, nous avons, partout où nous sommes, de ce cosmopolitisme en acte. Eh bien, c'est cet enjeu-là qui est posé, et à mon avis, et je pense que vous le partagez, les sciences sociales ont un rôle extrêmement important pour faire advenir une société où diversité rime avec égalité. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Simon, pour cette magistrale séance inaugurale. Et je n'utilise pas le mot par flagornerie parce que je le pense sincèrement. Et effectivement, si je devais un jour devoir illustrer ce qu'est
un exposé magistral à propos d'un sujet aussi complexe, eh bien, je pense sans hésiter pouvoir citer en exemple ce que vous venez de faire, puisque effectivement votre propos a non seulement été particulièrement clair, précis, méticuleux, et je pense surtout qu'il a documenté et informé à très bon escient notre Assemblée ici à propos du sujet que vous abordez, puisque ce sujet lui-même empreint d'une énorme complexité. Donc merci beaucoup pour ceci et pour tout le travail préparatoire.